vous retrouver sur l'espace conférence pour ce troisième jour du Salon du Cheval de Paris, édition 2025, avec un thème assez central dans les discussions de cette édition 2025 du Salon du Cheval, la préparation mentale. On parle beaucoup évidemment depuis quelques années et sur cette édition particulièrement du bien-être équin, mais aussi beaucoup du bien-être humain, grande cause nationale également, la santé mentale. Et nous, on va parler de la préparation mentale pour préparer nos échéances, nos grandes échéances, quelles qu'elles soient, évidemment. On a le plaisir d'accueillir Maxime Châtaignier, spécialiste pour la performance de la préparation mentale, préparateur mental des équipes de France Jeunes pour la Fédération Française d'Équitation. Salut Max. Bonjour à tous. Et pour nous partager également son expérience et son retour d'expérience sur la préparation mentale, on a la chance, l'honneur d'avoir un membre de l'équipe de France de concours complet que vous connaissez bien, évidemment champion de France Pro Élite en 2018, triple médaillé olympique en or à Rio, en bronze à Tokyo, en argent à Paris. Mesdames et messieurs, Karim Florent Lagouag. Merci, bonjour à tous. J'ai gagné à la mode Beuvron quand j'étais petit aussi, mais ça compte pas. Ah mince, c'était quoi Tirage au sort. En Pony Game. En Pony Game. Karim, Maxime, déjà, avant de parler de la préparation mentale, votre retour là, on est au troisième jour du Salon du Cheval édition 2025. Votre retour là déjà à chaud sur ces premiers jours. Je crois que Karim, merci d'ailleurs d'être là. Tu étais vendredi à Genève. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'édition du Salon du Cheval là, cette année? Non, mais je suis ravi parce que déjà, j'ai de moins en moins de voix parce qu'à force de faire tous les commentaires, disons que quand j'étais petit, je venais déjà au Salon du Cheval à l'époque qui était donc ici, porte de Versailles. Donc pour moi, ça a beaucoup de signification. Je me rappelle, on faisait les courses avec mes parents, les courses de Noël ici. Donc on avait souvent des chaps un peu chaudes, des blousons, etc. Donc voilà, c'est un excellent souvenir. Et l'opportunité aussi de voir plein de super chevaux, des grands cavaliers à l'époque aussi. Donc ça me donne de la nostalgie. Retrouver le sport de haut niveau aussi avec le CSI, ça doit être exceptionnel. Max, pareil, ton sentiment? Ouais, déjà, je suis vraiment d'accord avec Karim, plaisir de voir le salon revenir porte de Versailles. Et pour faire tous les indoors pendant l'hiver, c'est un indoor à taille humaine. L'organisation est ultra qualitative, que ce soit pour les chevaux, les cavaliers ou les accompagnants. Donc j'ai un grand plaisir à être dans Paris aussi parce que quand on a un petit peu de temps libre l'après-midi, c'est toujours plus sympa qu'à Villepinte. Voilà, c'est mon avis perso. Et moi, je viens de moins loin en plus. Moi, j'arrive de Nogent, toi, Toulouse. C'est pas la même. Ça fait un petit peu plus loin. Bon, alors je vous propose donc cette thématique, la préparation mentale, ô combien importante. Je disais en introduction à Maxime, et on en parlait juste avant la conférence, la santé mentale. Grande cause nationale cette année en 2025. On en parle de plus en plus et heureusement. Et c'est aussi un enjeu parce qu'au haut niveau et dans le niveau et dans la performance sportive, la performance sportive est de plus en plus haut, le niveau sportif est de plus en plus haut et c'est aussi un enjeu pour trouver des axes de différenciation. Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par la pression parce que c'est un terme qu'on entend souvent, la pression. Comment toi, tu définirais, Maxime, la pression dans le sport ? D'où elle vient? Comment tu la définirais? C'est vrai que dans le domaine du mental, il y a des mots qu'on connaît tous, comme le stress, la pression, mais finalement, les définir de manière assez précise, c'est parfois un peu difficile. Moi, je dirais que la pression, c'est l'enjeu, c'est l'environnement dans lequel on va évoluer, et c'est une question qui va se poser, ou en tout cas une affirmation qui va être « je n'ai pas le droit à l'erreur ». Si vous estimez ne pas avoir le droit à l'erreur, si vous estimez risquer des conséquences négatives si aujourd'hui ça devait mal se passer, alors il y a probablement une source de pression. Karim, comment toi tu ressens, tu définirais cette pression? Oui, c'est surtout que ce qu'il faut s'imaginer, c'est souvent quand on me demande, on me dit toi, ça se voit, tu n'as pas de pression. Mais en fait, personne n'a pas de pression, ça n'existe pas. Mais parce que, et on en viendra aussi peut-être, parce que toi, ton système aussi pour te concentrer et puis c'est de sourire. On te voit de nombreuses photos en cross pendant les obstacles, de sourire, de regarder les photographes. Toi, c'est ta manière aussi de décompresser. On en parlera tout à l'heure. La pression, est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend à aimer ou qu'on essaye de contrôler? Ouais, on parle de moments décisifs et c'est vrai que moi j'aime bien aussi voir la pression d'un côté positif en disant ça peut être aussi un privilège.
Si je demande à Karim si ça lui dirait d'avoir la pression au prochain JO, il va me dire mais vas-y, donne tout de suite ton problème. Je serais trop heureux d'arriver à le gérer. Et donc, il faut aussi amener ça en disant, est-ce qu'aujourd'hui j'ai une échéance importante? Est-ce que je peux me connecter au bénéfice qui m'attend derrière cette difficulté à surmonter? Ou est-ce que je me connecte uniquement dans le scénario catastrophe que je redoute de vivre aujourd'hui? Donc je pense que de savoir gérer la pression, effectivement, c'est en tirer une énergie supplémentaire et vraiment d'aborder ça comme un privilège en disant, OK, aujourd'hui, je peux gagner le barrage d'une grosse épreuve. Bah, c'est génial. Et c'est ici que j'ai envie d'être aujourd'hui et pas dans mon lit ou devant la télé, quoi. Ce que je comprends, c'est que tous les sportifs ne ressentent pas la pression de la même manière. Comment toi, tu la ressens? D'ailleurs, on parle de la pression sportive, mais toi, avec les grandes échéances, Karim, il y a d'autres pressions, surtout aux Jeux Olympiques, la pression médiatique aussi. Peut-être qu'il y a une pression aussi au niveau, peut-être un peu de stress ou génération de stress par rapport à la santé de tes chevaux aussi. Comment toi, tu la ressens, cette pression? Déjà, il faut essayer d'avoir un entourage déjà propice, des spécialistes dans tous les domaines. Si tu parles par exemple des chevaux, de la santé des chevaux, j'ai mon vétérinaire, j'ai mon kiné, j'ai la groom qui est aussi au chevet des chevaux en permanence et qui est capable de me faire des retours, qui connaît à pied au moins aussi bien que moi, voire plus peut-être mes chevaux, et donc est capable de faire des retours sur les points de chaleur. Tiens, il a l'air un peu moins bien, il s'ennuie ou n'importe quoi. Donc voilà, il y a des spécialistes qui sont là pour nous assister aussi, puisque seul, c'est difficile, surtout pour moi, difficile de s'en sortir. Moi, je ne suis pas du tout un solitaire. Par moments, j'en ai le besoin, comme plein de personnes. Mais globalement, je m'épanouis à travers vraiment une communauté. Et donc, oui, cette pression, comme disait Maxime, il faut essayer de faire en sorte qu'elle devienne positive. Et pourquoi? C'est-à-dire dans l'état d'esprit dans lequel je suis avec vous ici, même si je suis quand même un peu stressé, puisque j'ai les mains moites, vous voyez. Donc, moi, je trouve ça bien. Ça veut dire que mon corps, il a pleinement conscience du fait que pour moi, c'est important de transmettre aujourd'hui ce que c'est que la préparation mentale, une partie en tout cas aujourd'hui. Pour moi, c'est important. Donc, je ressens ces mains moites un peu. Et pour moi, c'est un gage de positivité. Je me dis, ça me donne une énergie. Si j'avais cet état d'esprit, même si je suis un peu stressé là, positivement, aux Jeux Olympiques, évidemment, je le serais encore beaucoup plus. Et en réalité, c'est un gage de succès, notamment par exemple sur le cross. Si je suis dans l'état d'esprit dans lequel je suis avec vous là, je ne vais pas sauter le 2 du cross, au Nil 3, peut-être même pas le 1, parce qu'il faut vraiment l'adrénaline, il faut que je transmette à mon cheval, et on ne sait pas qui transmet à l'autre d'ailleurs, mais quelque chose qui fait qu'on puisse se dépasser ce jour-là, qui nous dépasse en fait. C'est pas moi à l'entraînement. Comme moi souvent on me dit, j'espère être capable de faire à l'entraînement, en compétition, ce que je suis capable de faire à l'entraînement. Et je me dis non, moi je veux être meilleur, la version meilleure de moi-même dans les performances sportives, parce que j'ai cette adrénaline, j'ai ce soutien, et je ne suis pas tout seul dans ma carrière. Et je rencontre très souvent des cavaliers qui me disent non, moi j'ai jamais fait de préparation mentale. Et quand on creuse un peu, ils visualisent tous leur parcours avant d'y aller, après la reconnaissance. C'est déjà de la préparation mentale. Karim, pour revenir sur ton expérience sur les très grands événements sportifs, comment toi tu vis la pression? On va prendre l'exemple des Jeux Olympiques. Je suppose que d'ailleurs c'est différent que l'on vive nos premiers ou nos troisièmes Jeux Olympiques. Comment toi tu l'as vécu, l'as appréhendé? Malheureusement, on pourrait le croire, mais ce n'est pas de plus en plus simple. On est obligé de se préparer différemment, que ce soit d'ailleurs sur le plan physique, sur le plan mental également, puisque tout évolue en permanence. C'est-à-dire, nous, on ne se rend pas compte. Si vous quittez l'équipe de France pendant 6 mois, il vous faut 6 mois pour essayer d'avoir à peu près la place que vous aviez au moment où vous l'avez laissé. Donc, c'est toujours compliqué de revenir sur un nouveau défi comme cela. Donc, il faut être tout le temps dans la progression, etc. Et effectivement, à Paris, il y a moyen quand même de prendre feu. Moi, j'ai vu plusieurs sportifs avec qui on en avait parlé et qui me disaient j'ai beaucoup travaillé mentalement, tout ça, et qui sont partis en flammes en disant je ne sais pas pourquoi. Souvent, c'est les meilleurs qui craquent aux Jeux Olympiques. Enfin, c'est là où on voit les meilleurs craquer, finalement. On ne le voit pas sur un championnat du monde ou sur des championnats d'Europe, par exemple, ou sur une grosse compétition. On le voit aux Jeux Olympiques. Parce que c'est une population, c'est plus un sport, c'est vraiment une population. Là, la pression est à son comble. Et effectivement, pour Paris, c'était le cas. Mais bon, moi, j'ai depuis longtemps aussi fait confiance à mes coéquipiers ou coéquipières pour cela. C'est-à-dire, on est un peu des frères d'armes. Et parce que je crois que c'est pas possible d'être toujours à 100% pendant toute cette semaine. On est à peu près sur une semaine sur ce genre de... Et c'est pas possible d'être à fond tout le temps soi-même. Par contre, on arrive à se complémenter.
C'est-à-dire, on peut avoir Nicolas ou Stéphane qui vont à des moments différents prendre le lead un peu sur l'équipe parce que moi j'ai un coup de mou ou j'ai des petits doutes et il faut pouvoir en parler à son coéquipier ou au coach de l'équipe de France, soit Thierry à l'époque ou Michel, etc. Bon, ou se confier à quelqu'un, ça peut être au médecin, ça peut être au préparateur mental bien sûr, mais voilà, tout simplement qu'il y ait de la transparence, qu'on puisse parler, c'est des choses aussi simples parfois, mais encore une fois c'est la préparation qui représente 80% de la performance, que ce soit mentale, physique, technique, etc. Ça se bosse. Il faut bosser, quoi. Faut y aller. On a hâte de savoir ce que toi tu utilises pour les grandes échéances comme Paris, mais à Rio et à Tokyo. D'ailleurs, est-ce que ces outils ont évolué au fil du temps? Toi, concrètement, avant l'échéance, avant les Jeux Olympiques, avant chacune des épreuves, parce que je rappelle le concours complet, 3 épreuves, le dressage, le cross et le saut d'obstacle, quels sont les outils que tu utilises concrètement? Oui, déjà, il y a énormément d'outils que j'utilise. Je vais en oublier forcément. Oui, bien sûr. Parce que il y a la gestion de l'équipe, la mienne d'équipe, déjà quand je travaille toute l'année. Il y a la gestion de la saison. Il faut essayer de régulariser tout ce qui est prévisible pour garantir 100% de cela. Et ensuite, faire tout ce qui est imprévisible, ce qu'on appelle prévoir l'imprévisible. C'est-à-dire avoir des schémas de choses qui vont potentiellement vous arriver ce jour-là. Imaginez, même des trucs farfelus, on s'en fout, on les met un peu par catégorie. On va dire, si je schématise, moi c'est des couleurs, mais on pourrait faire pas grave, grave, très grave. Par exemple, ce ne sera pas ça, mais peu importe. C'est par catégorie. Et là-dedans, on va ranger des choses avec des choses simples qu'on va mettre en place comme solution. Et en fait, ça c'est fait pourquoi, même si ce n'est pas la bonne, mais si ce n'est pas exactement ce à quoi vous avez pensé, ça va ressembler par catégorie, par exemple. Et ça, en fait, ça va rassurer. C'est-à-dire au moment, parce que quand vous êtes sous pression, le moindre petit grain de sable, il fait partir tout en vrille. Et là, le fait de dire, bon, j'ai quand même prévu un peu ça, j'ai cette solution-là en face, déjà, ça me fait souffler, même si ça prend un quart d'heure à réfléchir, c'est pas grave. Mentalement, j'ai déjà un peu une solution. Ensuite, le travail, effectivement, de la respiration, comme tu disais, Maxime, très important. Moi, c'est un truc que je fais extrêmement souvent, le plus souvent possible. J'adore ça. J'arrive maintenant, en quelques secondes, à me replonger dans quelque chose vraiment qui me relâche le ventre, qui me relâche la tête très, très vite. Et en dynamisant derrière avec une respiration énergique et une pensée positive qui va me galvaniser. Mais vraiment, rien qu'en vous parlant, j'ai des frissons, tellement je suis habitué à... Il fait froid peut-être aussi, mais ça va bien se passer, merci. Et non, mais c'est vrai, d'être comme ça dans cette routine aussi, parce que la routine fait aussi partie, j'en parlais tout à l'heure, en disant, ça me fait penser, alors c'est vieux, tout le monde ne l'aura pas la ref, mais c'est pas grave, au moins Zinedine Zidane, je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent quand même, il avait fait une publicité où il disait, moi je fais toujours les mêmes gestes, d'abord ma chaussette droite, ensuite, en fait il ancre son cerveau à ce moment-là. Donc, par exemple, ou quand on voyait Rafael Nadal qui pose toutes ses bouteilles, ou qui fait ses cheveux avec sa culotte, tout ça, ça lui permet, par exemple, s'il a raté un point, il fait ça, il a l'habitude. Ça le recentre sur quelque chose dont il a l'habitude. Il fait fi de ce qui vient d'arriver. Il n'a pas de frustration. Il vient de l'enlever. Il repart, c'est un nouveau point. Et c'est comme ça que ces champions-là, au moment où ils sont dos au mur, ils arrivent à faire un point gagnant. C'est en ayant cette force. Mais c'est aussi des bosseurs. Tu demandes à n'importe lequel, il n'y a personne. J'ai jamais entendu jusqu'à présent. Moi, je ne fous rien. Et c'est comme ça, c'est en moi. J'y arrive, quoi. C'est jamais le cas. Il faut bosser comme un chien. Une question, parce qu'on parle de la préparation mentale du cavalier. Est-ce qu'on peut préparer le mental également d'un cheval? Peut-être Maxime, c'est moins ton domaine, mais Karim, qu'est-ce que tu penses de cette question? Est-ce qu'on peut préparer mentalement un cheval à vivre de grandes échéances comme tu as vécu? Maxime, c'est forcément son domaine, ça c'est sûr. Déjà, parce qu'avec Gwendolen, il travaille étroitement. Il connaît très très bien les chevaux parce que en réalité à un moment donné c'est une notion de couple et l'un sans l'autre ça marche pas. Tu peux pas dire bon je fais bosser le gars. Ouais. On est obligé à un moment donné de faire bosser les deux. C'est vrai. Et comment dirais-je? Oui, en fait le mental du cheval il est extrêmement important. Il y a des notions qui sont des notions effectivement de bien-être sur comme là où il aime bien être. Toujours sa petite routine aussi. Moi, je descends du camion où Coco, qui s'en occupe, qui est ma groom, qui va le faire brouter un petit peu, qui se familiarise avec son environnement. C'est naturel. Quand ils sont en transhumance, ils arrivent dans des nouveaux endroits. Il y a les sentinelles qui sont là pour tout regarder partout. Là, c'est le cas. Il va être là, il va sortir ses radars.
on le laisse faire, on le caresse ou peu importe, on le laisse manger, ça descend. Et quand on va monter dessus, bah pareil, moi j'aime bien être avec, mettre un petit coup de sanglage, lui mettre le filet, passer les rênes, lui montrer que je vais monter dessus. Donc j'ai 2-3 petits exercices où je lui fais tourner les fesses un peu éthologiquement, on va dire, pour que je monte et qu'il soit calme. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Quand je monte dessus, c'est pareil. Et donc il y a tout ce phénomène déjà, que ce soit à la maison, pour les transports, en arrivant au concours, tout ça pour être vraiment à l'écoute. Tous les chevaux n'ont pas du tout les mêmes besoins. Moi je vois, si c'était Punch ou Triton, c'est diamétralement opposé. Ouais. Non, il y en a un, il ne faut pas l'embêter du tout. Et il y en a un, il faut passer sa vie. Dream, par exemple, il faut passer sa vie avec. Je pourrais vous montrer des photos. Coco, elle a un transat dans le box avec le cheval. Il est accroché comme ça. Enfin bon, là, c'est un peu excessif, je vous l'avoue. Mais il faut passer sa vie avec lui, il adore. Punch, tu restes 2 minutes et il te dit, bon, maintenant je suis chez moi, t'es gentil, mais je vais me faire un café. Et c'est marrant parce que je me souviens que Punch, quand tu l'amènes qui a été exceptionnel sur des crosses indoor, toi ce que tu demandes, et tu passes les consignes, hein, parce que je le sais puisque tu me l'as passé une fois, calme, parce que, Bah oui. parce que ce cheval a besoin Oui. de calme, et après par contre, Oui, parce qu'en fait, c'est aussi la répétition. C'est-à-dire, il ne va pas faire qu'une compétition, le cheval. S'il n'y en avait qu'une, à la limite, bon, et qu'il a 1 an pour s'en remettre, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il faut répéter après. Si à chaque fois je le crame, bah, Ouais, bien au sûr. bout d'un moment, il va devenir hystérique, quoi, il ne va plus supporter. Maxime, je disais que c'était pas forcément ton domaine, mais bien sûr que si, c'est ton domaine. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette préparation du cheval? Je pense que le cavalier, il a la délicate mission de tous les athlètes de haut niveau de gérer ses propres émotions, mais il doit également gérer les émotions de son coéquipier. Et c'est là où c'est intéressant. Moi, c'est ce que je passe ma vie à répéter à tous les cavaliers que j'accompagne, que ce soit à l'entrée de piste ou à distance de l'échéance, c'est occupe-toi de lui. Et tout ce que Karim vient de nous exposer là, il s'occupe de ses chevaux, il les comprend, mais pour bien s'occuper des autres, il faut savoir déjà s'occuper de soi-même. Moi, j'ai une bonne expérience des JO aussi. J'ai aussi fait les JO 3 fois. Et c'est vrai que les JO, c'est vraiment un marathon. Et les JO, ils ne commencent pas simplement la cérémonie d'ouverture. Je faisais un sport aussi qui était assez peu médiatisé, un peu comme le concours complet. Il faut avoir conscience de ça aussi. Pour un cavalier de haut niveau, de participer aux JO, c'est une fenêtre médiatique qui est extraordinaire. Donc peut-être 1 mois avant l'échéance ou dès l'annonce de la sélection dans le groupe resserré et ensuite sur les Jeux, la pression est déjà énorme. Je pense que la première chose, c'est l'exemple que j'avais envie de vous partager quand tu exposais ton expérience tout à l'heure, c'est d'imaginer que c'est un peu comme le compteur d'une voiture, vous savez, de la zone verte à la zone rouge. Et passionné automobile aussi. Ah, je parle que de bagnole. Donc je vais vous faire des analogies de voiture, c'est sûr. Et le truc, c'est que est-ce que c'est grave d'être dans la zone rouge? Pas forcément. Mais posez-vous la question, est-ce que je dois rouler sur l'autoroute ou je suis arrêté au feu rouge? Et donc, quand Karim dit, moi je me repose sur l'équipe, parce que parfois on a un petit coup de moins bien, mais là on a un coéquipier qui prend le lead à ce moment-là, etc. La question c'est juste, est-ce que c'est adapté à la situation? Si je garde le pied sur l'accélérateur toute la semaine, peut-être qu'au moment de sortir de la boîte sur le cross, je vais plus être à 100% de mes capacités. Et je pense que cette zone d'appréhension, un peu cette zone rouge, évidemment que sur une échéance olympique, encore plus à la maison, on est dans la zone rouge. Mais il faut que la mécanique et que le réservoir soit capable de suivre. La suite, on la connaît, hein, et les médailles sont là. Bon, il nous reste une toute petite minute. Karim, Maxime, ce que j'aimerais vous demander, parce qu'on a beaucoup de jeunes cavaliers qui sont avec nous. Fuyez! Non, concrètement, quels sont vos meilleurs conseils? Si vous aviez meilleurs conseils à donner à ces jeunes cavaliers sur la préparation mentale pour les aider à se préparer à leur prochaine grande échéance à eux, ce serait quoi vos 3 conseils par exemple? Moi, je dirais privilégier les petites victoires au quotidien. Souvent, quand on est jeune, encore plus, je pense, les jeunes athlètes vont construire leur confiance dans des bons résultats. Un bon résultat, ça n'arrive pas toujours. On parlait de tennis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez les stats de Roger Federer. C'est plus de 80% de victoires dans sa carrière avec seulement 52% des points. Donc, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, je dirais, plutôt que de privilégier les résultats, privilégier un bénéfice à chaque séance, à chaque parcours, à chaque compétition. Et parfois, le résultat ne nous satisfait pas. Parfois, pour une raison ou pour une autre, on sort à 4 ou à 8 points. Mais si vous arrivez à sortir un petit bénéfice à chaque fois de ce que vous avez appris ce jour-là, de peut-être un obstacle que vous avez du mal à aborder d'habitude, que là, vous avez réussi à aborder dans la bonne façon, vous allez prendre une petite brique de confiance à chaque fois, peut-être pas un énorme bloc de granit d'un coup,
mais les plus belles murailles, elles sont faites que de petites briques. Donc je dirais privilégier d'abord les bénéfices avant les résultats, et surtout ne laissez pas s'évaporer vos succès, parce qu'on se souvient toujours des échecs. Les échecs, ils n'ont pas de date de péremption, on a toujours peur de reproduire ce qu'on a raté il y a parfois quelques années, mais le tiroir des succès, c'est aussi très important de savoir le mobiliser pour se dire « Ah bah tiens, je vais utiliser la même recette que la dernière fois, parce qu'a priori, ça avait bien fonctionné. » Karim? Oui, moi je dirais ne pas oublier ce pourquoi vous faites ce que vous faites en fait. C'est pour le plaisir, c'est pour l'amour du cheval, c'est pour la passion, et que cette compétition finalement ne vienne pas polluer ce pourquoi vous l'avez fait à l'origine. Donc prendre du plaisir, partager, ayez le sourire, parce que mine de rien, parler de tout ce qui est cognitif, mais quand vous avez rien que la bouche en sourire, vous envoyez plein de messages à votre cerveau sur lesquels c'est bénéfique. Donc gardez le sourire, mais pour des vraies raisons. N'oubliez pas ce pourquoi vous vous amusez avec vos chevaux tout au long de votre parcours. Et je vais juste donner un petit exemple qu'un monsieur m'avait donné. Il m'avait dit, parce que je râlais, parce que je disais, ouais, j'en ai marre, les Anglais, les Allemands, ils ont des moyens que nous, on n'a pas. Eux, ils arrivent, ils ont un kiné, un machin, un truc. Ils ont les gros camions, et nous, on arrive, on a un barbecue, quoi. Donc ça me saoule un peu. Et il me dit, tiens, attends Karim, note-moi quelques trucs là, allez, une quinzaine de trucs très importants pour toi que tu as réussi dans ta vie. Ouah, bah moi j'y vais, vas-y, mes enfants, mon truc, mes chevaux, mes médailles, dac. En 2 minutes, je l'ai fait. Il me dit, tu vas imaginer un truc. Je prends cette feuille, tu l'as plus, ça. C'était quoi là maintenant? Je lui dis, comment ça? Il me dit, tu l'as plus. Tout ça, tu l'as pas fait, tu as tout à faire, tout ce que tu as, tu l'as. Comment tu te sens? Bah, je dis, c'est horrible, non, je veux pas me trouver dans cette situation. Il me dit, bon allez, je suis sympa, je te le redonne. Comment tu te sens? Bah, je dis, bah merci, putain, t'es con quoi, tu m'as fait peur. Et il me dit, tu vois, tout à l'heure, ça avait plus d'importance. Ça, c'est toi, ça. Ça, toute ta vie, tu le gardes avec toi, ça. Et quoi qu'il arrive, ça, c'est à toi. C'est tes trucs à toi. Garde-le, personne ne te le prendra. Et ça, c'est ton moteur. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Karim, Merci à tous. merci Maxime. C'est très intéressant. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez bien avec nous, on poursuit les conférences.